Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce premier numéro de 15 minutes Insight. 15 minutes Insight, c'est le tour d'horizon de l'actualité macroéconomique et financière en un quart d'heure, montre en main. Autour de cette table, pour cette émission, nos deux invités, Gilles Etcheberry-Garay, bonjour. Bonjour. Vous êtes président, directeur des investissements d'Elcano AM et bonjour Igor Demac. Bonjour Vous êtes, vous, associé dirigeant de Vital Épargne. Merci à tous les deux d'être là. Alors, 15 minutes Insight, c'est une émission en 3 parties. On va déjà faire le point sur l'environnement macroéconomique du moment. Récession, pas récession, où en est l'inflation, à quand le début de la baisse des taux, hein, c'est la grande question qui anime les marchés. Alors, on verra justement dans la deuxième partie où en sont les marchés d'actions qui, contre toute attente, viennent de connaître un très bon mois de novembre. Est-ce que ça ne va pas trop vite? Combien de temps ça peut durer? Et puis, compte tenu de tout cela, on verra comment se positionner, comment positionner ces portefeuilles dans la perspective de 2024. Voilà pour le sommaire. 15 minutes Insight, c'est parti. Quel environnement macroéconomique? C'est la première partie de ce 15 minutes Insight avec Gilles Etcheberry-Garay et Igor Demac. Alors, en Europe, la récession menace, on peut le dire. L'inflation décélère, ça c'est le bon côté des choses. Est-ce que l'on peut dire, Igor, que la BCE a gagné la partie? Je ne sais pas si on peut dire que c'est une victoire, parce que c'est quand même au prix d'une quasi-récession et puis d'une consommation qui est très atone, en tout cas dans les pays de la zone euro. Après, c'est aussi une politique qui est toujours suiveuse de la politique des États-Unis. Donc, on ne peut pas dire qu'on a été très innovant. On s'y est mis plus tard, avec évidemment plus de boulets. Donc, c'est plus douloureux. Et on suit ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire une décélération de l'inflation, sachant qu'on est très dépendant du prix du pétrole, puisqu'on n'est pas autonome énergétiquement parlant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a les résultats d'une politique qui est quand même très handicapante pour l'économie et donc pour l'inflation. Mais il n'y avait pas vraiment d'autre choix. Donc j'allais dire, face à ce choix cornélien, elle a fait, entre guillemets, le bon choix. Gilles, le bon côté des choses, c'est l'inflation qui décélère, mais l'économie est à la peine. Qu'est-ce que vous retenez? Alors sur l'Europe, c'est clair, hein, la BCE risque de tuer le guéri, en tout cas en matière d'inflation. Concernant les États-Unis, c'est plus ambivalent. Je veux dire, il y a une grande différence, c'est que les États-Unis ont fait beaucoup de relances budgétaires dans une économie qui était en surchauffe, et donc l'arbitrage inflation-croissance. Autant il est clair aux Europe, il est moins clair aux États-Unis, où effectivement on navigue à vue entre des peurs sur l'inflation et des peurs sur la croissance de façon plus régulière. Bon, vu que ce sont les États-Unis qui sont un peu le marché directeur, en tout cas pour ce qui est des taux, à quand le début de la baisse des taux? Parce que maintenant, c'est ce que tout le monde anticipe, Igor, hein. Le consensus, c'est le mois de mai, c'est ça? Oui, alors c'est courant de l'année 2024, plutôt à la mi-année, voire la deuxième partie de l'année. Mais oui, attention, la baisse des taux, elle a déjà eu lieu sur les taux longs, puisque c'est des taux de marché. Donc il faut dire la baisse des taux courts, directeurs, qui sont très importants, parce que c'est des taux, par exemple, qui sont les taux de base pour la rémunération des comptes à terme, des pots à terme. Donc on voit bien chez les épargnants, c'est très important. Je pense que, comme d'habitude, c'est l'économie qui dicte un petit peu la voie pour les banquiers centraux. Il y a des élections américaines, on en reparlera. Je ne pense pas qu'il faille attendre une baisse des taux. D'ailleurs, Jérôme Powell l'a dit, trop vite, tout de suite, parce qu'on n'est pas encore arrivé au chemin. La décélération des prix, elle est là, mais les prix sont toujours à des niveaux très élevés. Donc, il faut y aller encore. Et je pense qu'on a un petit... On espère 2024, mais quand les marchés l'anticiperont, je veux dire, la date même n'est pas tant importante, que ce soit juin, août, septembre. C'est vraiment une anticipation qui soit ancrée par un discours de banquier central, et ça peut l'être assez tôt dans l'année. Gilles, faut pas... donc ça peut être assez tôt dans l'année. L'anticipation, c'est la vraie question. C'est la vraie question. Parce qu'en fait, maintenant, la Fed a fini. C'est quasiment acquis. Je veux dire, le taux. La question, c'est le rythme de la baisse. Et là, pour moi, je pense qu'on est basculé du mois de septembre où la Fed a perdu le contrôle de l'inflation à maintenant, on essaie de la forcer à baisser trop vite. Je pense que quelque part, les anticipations de baisse des taux sont trop proches. Je veux dire, on a vu le discours. Alors, le discours a eu l'effet totalement inverse parce qu'on s'attendait à ce que Powell soit encore plus guerrier qu'il n'a été. Alors, bon, il a toujours été, il a eu du mal à être extrêmement guerrier. Aujourd'hui, je pense que les anticipations de baisse des taux sont trop proches.
par rapport au discours fondamental de la Fed. Je veux dire, on lui reproche, elle se laisse un peu trop balader par les marchés, même si vous dites en septembre, on était sur un discours de perte de contrôle, que l'inflation allait filer parce que l'inflation était endormie, parce que la Fed était endormie au volant. Là, on est passé sur, elle va baisser trop vite. À mon avis, on risque d'avoir quand même des soubresauts, non plus par rapport à des hausses de taux, ça je crois que maintenant on est d'accord, l'Europe, on en vient d'en parler, non plus à des hausses de taux, mais au calendrier de baisse. D'accord. Igor, qu'est-ce qu'on suivra d'autre en 2024? Bon, il y a les taux et il y a les éléments un petit peu exogènes, on pourrait dire. Il y a la géopolitique, mais comme on voit depuis l'émergence des deux conflits, ça n'a pas empêché les marchés de vivre leur vie. Alors après, les guerres, plus elles durent, moins elles sont favorables pour le mouvement économique, sauf évidemment pour les fabricants d'armes. Donc ça, c'est quand même un sujet d'attention. Un peu permanent, sachant que le premier conflit, entre guillemets, a quand même disrupté toute la chaîne logistique et a quand même impliqué des inflations de prix un peu partout. On va surveiller les élections américaines, même si c'est... Vous l'évoquiez tout à l'heure. Voilà, même si c'est, je dirais, on voit que quel que soit en fait, la personne qui sera élue, un Américain reste un Américain, donc protège les États-Unis. Après, il y a protectionnisme ou expansionnisme. C'est un peu la question aujourd'hui entre les deux candidats. Gilles, un petit mot là-dessus et on va clore cette première partie. Ça nous occupera, je dirais, à partir du mois de mars, mais il y a pas mal d'inconnus. Il y a le juridique, il y a l'âge des candidats. Les candidats ne sont pas en forme. On voit des séquences concernant les deux candidats où il y a des absences ou des choses comme ça. Comment vont-ils résister au débat et tout ça, c'est une question. Donc je dirais qu'on a plus de soucis avant de s'inquiéter des élections américaines, qui sera un événement majeur pour 2024. On a la Fed et d'autres choses au premier trimestre. Bien, on en reste là pour la première partie de ce 15 minutes Insight. À suivre, l'état des marchés d'actions. Quelle tendance, quelle valorisation? À tout de suite. Les marchés d'actions, quelle tendance, quelle valorisation? C'est la deuxième partie de ce 15 minutes Insight, toujours avec Igor Demac et Gilles Etcheberry-Garay. Gilles, les grands indices boursiers viennent de connaître un mois de novembre assez exceptionnel, contre toute attente d'ailleurs. Vous-même, ça vous étonne? Alors, je dirais qu'il y a une corrélation entre la baisse des taux et les marchés actions. Les taux ont beaucoup baissé grâce à l'inflation, grâce à des mauvais chiffres. Une forte détente sur le 10 ans. Ce qui est surprenant, c'est de dire pourquoi ça a monté autant. Côté taux, on le voit bien. On a eu des chiffres de chômage qui ont été très mauvais, relativement mauvais, en tout cas en forte dégradation. On a eu une inflation qui était en ligne, donc les marchés obligataires ont baissé en taux, ce qui est tout à fait normal. En revanche, quelque part, on a eu un passage de narratif ailleurs, il reste l'inflation au soft landing sur les marchés actions, qui est un peu plus surprenant. Pourquoi il est un peu plus surprenant? Parce que la baisse des actions, c'est en partie une crainte de la récession. Et ça, c'est un discours qui n'est pas du tout, ou partiellement, pas du tout présent sur les actions. Je m'explique. Vous avez quand même une dichotomie très forte sur les marchés actions aujourd'hui. Vous avez d'un côté les scènes mercenaires, ou les scènes magnifiques, les grandes valeurs, et les valeurs de la tech, même en France, ou des grandes valeurs qui tiennent, qui rebondissent. Vous avez les petites valeurs qui restent au fond de la piscine, si vous permettez l'expression, qui ne rebondissent pas, et c'est celles qui sont les plus sensibles à la croissance économique. Donc je me dis que c'est un rebond. Les mid-caps qui s'ouvrent depuis 2 ans déjà. Voilà, mid-caps et small-caps, encore plus. Ouais. Et donc on voit bien que je me dis que ce rebond, il est un peu en faux semblant, puisque ce sont les grandes valeurs qui rebondissent, le reste de la cote, petite et moyenne, ne bouge pas. Igor, on est allé trop vite, il faut se méfier des apparences. Non, trop vite, je souscris aux arguments. Ce sont des arguments qui sont techniques. On valorise des actions avec les taux d'intérêt, donc quand les taux baissent, évidemment, ça donne de l'allant aux actions. Les marchés actions, en tout cas en Europe, ne sont pas revenus à leur niveau pré-estival, entre guillemets, à leur top de cette année. Les marchés actions, ça monte sur 2 éléments. La première jambe, c'est l'expansion du multiple de valorisation. Donc ça, c'est possible parce qu'on trouve que la classe d'actifs, soit par le biais des taux d'intérêt, soit en comparatif, elle est sous-valorisée. Bon, là, je pense que c'est pas tout à fait le cas parce que on a des multiples moyens qui sont en ligne, en tout cas en Europe. Bon, aux États-Unis, c'est toujours un peu gonflé, mais l'environnement de taux est différent, donc c'est pas tout à fait pareil. Et puis, la deuxième partie, c'est la croissance des résultats. Bon, les résultats, certains ont déçu, mais en masse, ils n'ont pas été beaucoup révisés. Alors, on parle, c'est vrai, souvent des small et mid cap, mais enfin, en France, en Europe, en tout cas, ça n'a pas de valeur d'indicateur de marché, parce que la masse, la capitalisation boursière de ces valeurs est malheureusement trop faible. Aux États-Unis, une mid-cap, elle fait 10 fois la taille de la mid-cap française ou européenne. C'est le Russell 2000, voilà. un indice. Hein. Je pense que, honnêtement, les marchés actions sont
assez solide, malgré tous les obstacles. Et qu'on a vendu un petit peu la rumeur de la récession, on a acheté la nouvelle, puisque maintenant on sait que la croissance va être à 0 en Europe, 0 et quelques. Ça ralentit aux États-Unis, mais dans le monde, il y a quand même encore de la croissance. Donc ils sont à leur prix, les marchés d'actions, ou ils sont devenus un peu trop chers là, vu la remontée je crois pas. Là, de toute façon, non, je crois qu'ils sont là où ils doivent être aujourd'hui, et on attend l'année 2024. Et c'est une année où, normalement, la désinflation, la baisse des taux d'intérêt et puis la poursuite de la croissance bénéficiaire devraient emmener les marchés un peu plus haut. Ah, donc ils peuvent monter. Gilles, vous diriez qu'ils peuvent monter moi, je suis un peu moins d'accord parce que pour moi, désinflation, clairement. Baisse des taux, clairement. Question, c'est est-ce que ce qu'ont fait les banques centrales, il faut voir que les banques centrales ont infligé une décoction de 5% de hausse en 2 ans qu'on n'avait jamais connue historiquement. Donc, est-ce qu'il y a un effet retard là-dessus sur la croissance? C'est la question, je dirais, qui reste ouverte pour 2024, à notre sens. Voilà, et c'est quelque part, aujourd'hui, on est en train de faire un landing, hein, on est en train d'atterrir, ça, tout le monde est d'accord. Est-ce qu'il sera soft ou est-ce qu'il sera hard? Ça sera la question de 2024, je pense. Igor, vous évoquez les résultats. Lors des derniers résultats européens, français en particulier, on a eu des plongeons massifs sur des valeurs, on ne s'attendait pas, sur lesquelles on ne voit pas ce genre de sanctions. Sanofi, par exemple, Worldline. Ça veut dire qu'il y a un tournant là. On se disait jusqu'aux derniers résultats, les entreprises résistent bien, ont un bon pricing power. Est-ce que les choses sont en train de changer? Non, mais sur les éléments de volatilité, des indices de volatilité de marché, on n'a pas vu une explosion de la volatilité des marchés actions. Donc c'est, je dirais, un peu singulier. Il n'y a pas beaucoup de volume, en tout cas sur les marchés européens, il n'y en a pas beaucoup, il y en aura de moins en moins. Et il ne faut pas confondre les problématiques conjoncturelles, Sanofi ou LVMH, qui ont des problématiques de croissance organique ou qui déçoivent par rapport à des estimations, et des problèmes structurels. Worldline, c'est un problème structurel de compétitivité, et Alstom, c'est un problème de modèle économique depuis 15 ans. Donc évidemment, là, ce n'est pas les mêmes sujets quand on parle d'une recapitalisation pour Alstom, et quand on parle simplement d'un chiffre d'affaires qui est un peu moins élevé que prévu pour LVMH et Sanofi. Bon, c'est tout pour la deuxième. Ce qui est intéressant, c'est la volatilité. Oui, la volatilité. Ouais. Un sujet pour 2024 parce qu'elle est au plus bas depuis 3 ans. Et il peut y avoir de mauvaises surprises aussi de ce côté-là. Attention à la volatilité. Bien, c'est tout pour la deuxième partie de ce 15 minutes Insight. Tout de suite, on parle allocation d'actifs pour 2024. À tout de suite. Quelle allocation d'actifs pour 2024? C'est la troisième partie de ce 15 minutes Insight. Toujours avec Gilles Etcheberry-Garay et Igor Demac. Bon. D'une façon générale et compte tenu de tout cela, avant de parler allocation, votre état d'esprit là, alors que 2024 arrive, Igor, vous êtes plutôt prudent, vous êtes confiant quand vous regardez l'état des marchés? Si le mot existait en français, je dirais prudent. C'est-à-dire une espèce de combinaison de prudence, parce que les éléments de volatilité, c'est vrai, quand les volatilités sont très basses, le risque d'une hausse est plus important. Et on a des éléments de volatilité, des pics potentiels géopolitiques liés aux taux d'intérêt. Les marchés directeurs des marchés, c'est les taux d'intérêt. La masse la plus importante, c'est l'obligataire. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir ça dans le coin de l'œil. Et puis, confiant, je parlais de la hausse des indices des marchés actions, mais nous, on ne fait pas de prévision de hausse d'indices, mais on pense qu'il y a de la valeur dans les marchés actions, parce qu'il y a de la dichotomie, on en a parlé avant, entre segments, grosse capitalisation boursière, petite. Il y a des secteurs qui ont très bien performé. Les petites peuvent se reprendre? Les petites, je pense qu'historiquement, là, on est vraiment très bas. Ça ne va pas driver, entre guillemets, conduire une performance de portefeuille parce qu'on va en mettre de manière homéopathique. Mais tous les gérants small et mid-cap qu'on rencontre sont quand même relativement interloqués par les niveaux de valorisation aujourd'hui. Gilles, votre état d'esprit d'investisseur? Alors, je dirais deux choses pour reprendre. Un, pour nous, il y a un vainqueur à peu près, enfin, c'est difficile de dire sûr, mais quelque chose qui est intéressant, qui dans tous les cas, c'est les obligations. On a des niveaux hauts, la désinflation devrait se poursuivre en 2024. Donc l'obligataire, qu'on soit dans un scénario de récession ou d'atterrissage en douceur, c'est quelque chose qui devrait gagner. Plus dans un cas que d'autres, mais c'est quelque chose qui devrait être gagnant. Donc l'obligataire, pour nous, c'est une partie importante. Sur les actions, je dirais qu'on a cette dichotomie. On commence à avoir des choses très intéressantes sur les small caps, les foncières, sur plein de choses qui sont à des valorisations faibles, mais on a une espèce d'épée de Damoclès qui sont les grandes valeurs, qui serait une purge, une augmentation de la volatilité. On aimerait la voir arriver, et on ne l'a pas vu en 2024 clairement, on aimerait la voir arriver pour pouvoir s'investir sans état d'âme, je dirais, sur tous ces secteurs, parce qu'il y a effectivement des secteurs aujourd'hui, il y a une dichotomie très forte sur les actions, entre à notre sens des secteurs très chers, trop chers, et des secteurs où personne n'y va, et à tort probablement, mais il n'y a pas de catalyste
faut faire rentrer et faire monter les marchés. En termes d'allocation, d'arbitrage entre les obligations, les actions dans un portefeuille, Igor? Non, là, les obligations, Gilles l'a dit, il y a un portage qui est intéressant, une baisse de l'inflation, baisse des taux, donc ça va soutenir la valorisation d'un portefeuille obligataire. Si on regarde le crossover ou le crédit, c'est toujours très intéressant, notamment dans des secteurs qui sont généralement très gros émetteurs, comme les banques, et sur les obligations seniors, mais aussi sur les titres subordonnés. Donc, clairement, je pense que c'est difficile de ne pas avoir des positions obligataires, voire monétaires pour la rémunération du cash. Après, je pense que les actifs illiquides, immobiliers, private equity sont très difficiles aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore eu l'ajustement de valorisation. Donc nous, on reste persuadé qu'une poche d'actions en titre vif avec du stock picking sur des choses qui n'ont pas marché. Des petites idées. Les petites idées, par exemple, je trouve que la banque reste un secteur, tant sur l'obligataire que l'action, qui est intéressant parce que c'est un secteur qui va bénéficier de cet environnement monétaire qui est très différent du précédent cycle. Et le précédent cycle pour les banques a été très défavorable. Il y a évidemment des valeurs industrielles qui vont bénéficier de la baisse des coûts matières. On parle de l'aéronautique notamment, Safran, mais on parle aussi de la construction qui a un petit peu souffert du niveau de taux d'intérêt. Donc je pense qu'il y a beaucoup de valeurs. Et alors dans les small et mid, il y en a plein, c'est tout petit. Et là, je pense qu'il faut plutôt aller vers des OPCVM, des gérants spécialisés qui vont faire leur choix. Et nous, on est plutôt dans cette optique-là de mettre petit à petit des choses qui n'ont pas bien marché. Sachant que les grandes réussites, LVMH, etc., ça, il faut toujours les avoir un peu en portefeuille. Parce que c'est du fonds de portefeuille. C'est du fonds de portefeuille parce que c'est des entreprises qui ont beaucoup de cash. Et ça, c'est incontournable. Ouais. Gilles, vous n'êtes pas un stock picker, mais dans un portefeuille équilibré, qu'est-ce qu'on met? Comment on répartit? Je dis, pour nous, on est dominante taux, et même cash qui a été dit. Donc cash est très bien, cash is back, très bien rémunéré. Et quelque part, je veux dire, nous, ce qui nous gêne un peu, c'est qu'effectivement, on change de cycle. On a des taux d'intérêt réels positifs, on a de l'inflation, donc c'est une rupture très forte par rapport à 2010-2020. Et on a un peu un changement de leader. On a une structure de marché qui reste la même. Et quelque part, nous, ce qu'on aimerait, c'est purger cette structure de marché. Donc, en clair, se débarrasser des 7 mercenaires ou des 7 magnifiques et pouvoir investir sur un nouveau marché où, effectivement, les bancaires, qui paraissent intéressants, les foncières, les choses qui, avec des nouvelles structures de taux d'intérêt d'inflation, vont bien marcher sur les 10 ans qui viennent. Mais on sent que ce marché a du mal à naître et à se transformer. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce premier 15 minutes Insight. Igor Demac, associé dirigeant de Vital Épargne, et Gilles Etcheberry-Garay, président directeur des investissements d'Elkano AM. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.